Bien, mesdames et messieurs, donc mes chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Je vais demander donc à notre Benjamin de séance de bien vouloir procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, madame Arrigui, monsieur Bendayan, madame Bénichou, madame Bez, madame Bruna, monsieur Capuano-Marc, représenté par Sylvain Di Giovanni, madame Karadec, madame Chantelot, madame Charaf, madame Dessiendor, madame Dacruz Villela, représentée par monsieur Blaise Rosato, monsieur Darmon, monsieur Dehaut de Sigy, monsieur Di Giovanni, monsieur Dubreuil, ici présent, madame Fedji, monsieur Ferchat, madame Ferrero, monsieur Finjikian, madame Giom, représentée par madame Ferrero, monsieur Guel, madame Guérard, madame Herman, monsieur Hoffman, madame Lavarez, monsieur Lepape, madame Mabrouk, madame Martineau, madame Morel, représentée par madame Bénichou, monsieur Manchon, qui a du retard apparemment, mais qui sera là. Okay. Monsieur Moine, madame Morand, retard également, mais elle sera présente. Ils sont dans la même voiture. Monsieur Papalardo, représenté par madame Fedji, monsieur Réau, monsieur Robin, monsieur Rosato, monsieur Royer-Perrault, Présent. madame Saint-Paul, représentée par monsieur Finjikian, monsieur Semeriva, madame Sif, représentée par monsieur Manchon, monsieur Sperling, représenté par madame Dessiendorf, madame Thaïlandais, représentée par madame Arrigui, monsieur Tani, représenté par monsieur Moine, monsieur Tessier, représenté par monsieur Robin, et monsieur Villeneuve, représenté par madame Herman. Très bien, mais écoutez, le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir valablement délibérer. J'ai été informé que donc le groupe Rassemblement National, donc il y allait avoir donc des modifications suite à une scission du groupe. Donc je me permets de rappeler que les conseillers d'arrondissement peuvent se constituer en groupe. Pour être constitué et déclaré, un groupe doit comporter au moins 5% du nombre des membres composant le conseil d'arrondissement, ce qui représente pour nous 2 élus minimum. Donc chaque groupe constitué doit être déclaré auprès du maire d'arrondissement. Y a-t-il des prises de parole sur cette information? Madame Bez. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Simplement, j'ai décidé, dans la continuité de mon engagement politique de toujours, de me séparer du groupe Retrouvons Marseille, présidé par Stéphane Ravier, qui soutient désormais Éric Zemmour. J'estime que la situation locale est dépendante de la situation nationale. C'est pour cette raison que dans la lignée excusez-moi, comme depuis notre élection dans le groupe Retrouvons Marseille, qui était un groupe municipal qui était soutenu par le Rassemblement national, je continue donc de représenter le Rassemblement national dans les 9e et 10e arrondissements et donc d'être fidèle à mes électeurs. Merci.
Très bien, merci Madame Bez. Y a-t-il d'autres prises de parole? Aucune. Très bien. Donc, cette information ayant été donnée aux membres du Conseil, je soumets à votre approbation le compte-rendu analytique de la séance du 15 décembre 2021. Y a-t-il des observations, des oppositions? Aucune. Le compte-rendu est adopté. Alors, mes chers collègues, avant de commencer l'ordre du jour, à proprement parler, je souhaitais soumettre donc un vœu au conseil d'arrondissement contre l'offensive des forces militaires russes en Ukraine. Il me semble normal que notre conseil, qui est l'expression donc de la représentation donc des habitants des 9e et 10e arrondissements, puisse s'associer à une démarche qui vise à soutenir le peuple ukrainien face donc à l'invasion militaire russe décidée par le président Poutine. Donc, je vous ai soumis donc cette déclaration dont je vais donner lecture. Donc, le conseil d'arrondissement de la mairie du 5e secteur souhaite exprimer sa solidarité envers les Ukrainiens victimes de l'offensive militaire des forces russes du 24 février dans la région du Donbass et qui s'est ensuite élargie à Kiev et à d'autres villes stratégiques d'Ukraine les jours suivants. Nous condamnons fermement l'attaque des forces militaires russes contre l'Ukraine et réitérons notre attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. Cet événement constitue un tournant dans l'histoire de l'Europe et aura des conséquences sur notre quotidien et l'organisation de notre continent. Nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien qui subit des violences et bombardements sur son sol, mais aussi de ceux qui se voient dans l'obligation de quitter leur pays. Nous souhaitons apporter toute notre solidarité à ces hommes et ces femmes qui se retrouvent dans une situation inédite. Ainsi, la mairie de secteur a mis en place dès le 1er mars un lieu de collecte de denrées de première nécessité à la maison de quartier de Saint-Tron, dans la lignée de ce que d'autres collectivités et d'autres associations ont pu initier du même genre. Nous appelons la communauté internationale, l'Union européenne et notamment la France à peser de tout son poids dans une désescalade du conflit et le rétablissement de la souveraineté et de la paix en Ukraine. La voie de la diplomatie doit gagner. Cette guerre menace la paix, la stabilité et la démocratie en Europe. Les réponses doivent être proportionnelles aux risques encourus par notre continent. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil d'arrondissement de prendre cette délibération donc de soutien et surtout de vœux contre l'offensive des forces militaires russes en Ukraine. Donc, y a-t-il des prises de parole sur ce vœu? Oui, Monsieur le Pape. Chers collègues, tout d'abord, je tenais à saluer l'initiative de ce vœu de paix qui pousse à une solution diplomatique afin de faire taire les armes. L'heure est grave et nous ne tomberons pas dans des polémiques stériles. C'est pour ça que nous voterons ce vœu qui va dans le bon sens. Oui, l'heure est grave, car la décision prise par le gouvernement russe d'envahir l'Ukraine déclenche l'une des pires crises essuyées par le continent européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que de nombreuses victimes sont déjà à déplorer en Ukraine et que l'action de l'armée russe va en causer beaucoup d'autres, la violation du droit international crée une situation extrêmement dangereuse pour l'avenir des relations internationales. Nous condamnons ainsi sans réserve le choix de guerre fait par Vladimir Poutine, car le risque de dérive vers un conflit mondial est désormais très élevé. Tout doit être fait pour stopper cette spirale. Les peuples européens, jusqu'au peuple russe, n'ont pas besoin d'une nouvelle guerre. Et nous tenons à saluer ici le courage des forces progressistes de Russie qui se battent chez eux au péril de leur vie face à un gouvernement autoritaire et nationaliste et qui vont souffrir du désastre économique. La menace du recours à l'arme nucléaire n'est plus un tabou. Les grandes puissances s'engagent dans une course folle aux armements, les plus sophistiqués et les plus meurtriers. C'est extrêmement grave pour l'avenir de l'humanité. Gardons à l'esprit les millions de morts des derniers conflits et la jeunesse sacrifiée. Un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes s'imposent. Il faut de toute urgence arrêter une guerre dont les premières victimes sont les populations civiles qui se retrouvent au milieu des combats ou sont contraints à la fuite. Ainsi, nous exprimons toute notre solidarité avec le peuple d'Ukraine, qui est la première victime du conflit. Une aide humanitaire doit lui être apportée. Je salue votre initiative. La France et l'Union européenne doivent prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer l'accueil des réfugiés. Comme vous le voyez, notre politique s'exprime par des mots forts pour un règlement pacifiste du conflit, mais elle s'exprime aussi par des actes concrets et notre ville prend toutes ses responsabilités. Nous avons ainsi décidé de mobiliser tous les moyens de la ville pour apporter notre aide et notre solidarité au peuple ukrainien. Nous avons lancé un grand appel aux dons pour le peuple ukrainien à l'hôtel de ville, afin que les Marseillaises et les Marseillais, qui n'ont cessé de démontrer de tout temps leur solidarité et leur générosité,
puissent y apporter médicaments, vêtements et produits de première nécessité. La ville mettra également à disposition, si besoin, des bâtiments communaux pour les services d'urgence afin d'accueillir les réfugiés de guerre ukrainiens. Avec ces actes concrets, notre ville s'inscrit pleinement dans son histoire de ville fraternelle et accueillante qui a su ouvrir ses portes aux populations étrangères en détresse. Ce n'est que la continuité de notre politique d'accueil, puisque nous avions adhéré à l'Association nationale des villes et territoires accueillants, destinée à mettre en place une politique d'accueil digne à toutes les populations mises en danger dans le monde. Je précise bien toutes les populations, car nous ne sommes pas de celles et ceux qui font le tri parmi les réfugiés. Et c'est pour nous une immense fierté. Enfin, pour faire prévaloir cette logique de paix face à tous les va-t-en-guerre et ceux qui veulent répondre à la guerre par la guerre, les peuples doivent faire de toute urgence entendre leur voix. C'est ainsi que nous appelons à un grand rassemblement pour la paix auquel, je l'espère, vous vous associerez demain jeudi 18h30 devant l'Hôtel de Ville. Merci. Très bien, merci Monsieur le Pape. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole à ce sujet? Donc aucune, mais écoutez, en tous les cas, moi je me réjouis que sur un sujet aussi grave, nous puissions nous retrouver dans une forme de communion de pensée et d'une communauté nationale unie. Je crois que nous avons besoin d'adresser des messages forts, évidemment d'unité, mais en même temps de générosité. Je crois que si nous étions confrontés à ce type de situation, nous aimerions être épaulés, nous aimerions savoir être écoutés et quelque part les initiatives que nous pouvons prendre, qu'elles soient des petites initiatives ou des plus grandes initiatives, en tous les cas, elles sont là pour justement témoigner du soutien que nous portons au peuple ukrainien et en même temps de refuser ce qui est un geste, me semble-t-il, en tous les cas, de folie du président russe, qui est de ne pas respecter le droit international, qui est de vouloir de remettre en cause finalement l'organisation, l'ordre mondial, du moins l'organisation de l'ordre mondial, et ni plus ni moins de remettre en cause ce qui est quand même un des fondements de l'Europe, à savoir la paix. Et donc nous avons besoin les uns et les autres de cette union, de cette unité. Et merci pour ces mots apaisés et ces mots qui contribuent à montrer qu'on peut être d'avis divergents, on peut être donc de formations politiques différentes, mais on sait se réunir sur l'essentiel, et c'est ce qui fait, me semble-t-il, la grandeur de l'engagement politique. Donc je vais soumettre ce vœu au vote donc, du Conseil. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc ce vœu est adopté à l'unanimité et nous vous en remercions. Donc nous passons maintenant à l'ordre du jour classique. Donc le premier rapport, ça concerne les subventions à des associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance, et c'est Madame Bénichou qui va rapporter. Monsieur le maire, la ville de Marseille, en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, souhaite confirmer son engagement en faveur d'une politique de développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants par le versement de contributions financières. Ainsi, la ville de Marseille sera particulièrement attentive à ce que les projets proposés respectent les différentes chartes et les différents engagements de la ville de Marseille. Cela doit se traduire dans des propositions d'activités, les choix de matériaux d'alimentation, de support pédagogique, jeux d'éveil, des formations du personnel et autres. Dans cet esprit, il est proposé que la ville de Marseille soutienne financièrement ces actions. Pour bénéficier de subventions, les associations devront avoir fait une demande sur le portail Subventions de la ville de Marseille. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil d'arrondissement de prendre la délibération ci-après et d'émettre un avis favorable aux 5 articles. Merci, monsieur le maire. Très bien, je vous en remercie, Madame Bénichou. Donc, y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons à l'approbation du règlement des inscriptions scolaires de la ville de Marseille, et c'est Madame Brunat qui rapporte. Alors, il s'agit d'un rapport concernant le règlement des inscriptions scolaires de la ville de Marseille. Donc, c'est une modification du processus d'inscription avec une facilitation en allant sur le site Supermino.
Il y a également donc une modification de la procédure de la composition de la commission de dérogation où on va inclure les directions des écoles et également une modification des critères de dérogation avec l'inclusion du motif de la garde alternée où on pourra en fait avoir l'école à mi-chemin entre le domicile des deux parents. Alors, c'est très bien que ce soit inscrit, gravé dans le marbre, si je puis dire. C'était quelque chose qui se faisait de manière tacite, quoi qu'il en soit, par l'ancienne municipalité avec Madame Casanova, puisque le juge aux affaires familiales, en fait, préconise d'avoir l'école à mi-chemin entre le domicile des deux parents. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous cite les motifs de dérogation ? Je pense que tous les conseillers ont lu le rapport et notamment les critères. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Aucune. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Donc nous passons à l'approbation d'un nouveau projet éducatif de territoire pour 2022-2025 et de la convention relative à la mise en place du projet éducatif territorial et du plan mercredi. Et c'est toujours Madame Brunat qui va rapporter. Alors, donc ce rapport propose donc en fait en octobre 2021, le conseil municipal avait déjà approuvé les objectifs stratégiques et les axes thématiques du nouveau PEDT. Donc il s'agit ici de le valider. Et également donc de voter la mise en place d'une convention entre la ville de Marseille, la CAF 13, la DSDEN et la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et également de mettre en place le plan mercredi sur une offre de périscolaire. Très bien. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Aucune. Donc je soumets au vote. Des observations, des oppositions. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons donc au rapport suivant. Ça concerne donc le jardin, l'aménagement d'un jardin avenue de la Barquière. C'est le principe d'acquisition d'une emprise auprès de la métropole et de la mise à disposition anticipée pour réaliser ce jardin qui est attendu depuis très très longtemps. Merci Monsieur Hoffmann. Vous avez la parole. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. La ville de Marseille et la métropole se sont entendus sur la cession de cette emprise d'environ 710 mètres carrés qui fait l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement par la métropole et d'une division conformément au plan 6 juin. L'acquisition se réalisera au prix déterminé par la direction régionale des finances publiques et fera l'objet d'une présentation au prochain conseil municipal. Je vous demande d'émettre un avis favorable. Merci. Très bien, merci Monsieur Hoffmann. Alors je voudrais simplement rappeler que ce jardin s'inscrit en fait dans le cadre du plan de rénovation urbaine du quartier de la Soude. Il s'agit là en fait d'un jardin de proximité qui faisait partie à part entière donc du projet de réaménagement global du quartier. Donc beaucoup de choses ont été faites à la Soude. C'est un dernier élément donc de la reconfiguration du quartier et c'est important qu'il puisse être réalisé. Et bien évidemment, je me félicite de voir enfin ce projet finalisé, sachant que dans le quartier de la Soude, nous comptons pas moins de 3 jardins de proximité, ce qui me semble-t-il est quelque chose d'appréciable. Je tiens d'ailleurs à dire aux membres du Conseil que, vous le savez, la politique de cette majorité municipale de secteur, c'est quand même de développer les parcs et jardins, quelles que soient les compétences des uns et des autres, ce qui fait que nous allons bientôt inaugurer de façon officielle le parc dit de la Pintade, qui se trouve être le nom du quartier. N'y voyez aucune question déplacée en la matière, mais bon. Et donc là, nous avons quand même plus de 2,5 hectares de parcs qui vont être créés. C'est le premier parc urbain départemental qui va être créé à Marseille. Et je remercie d'ailleurs le département pour l'investissement qui a été le sien pour la réalisation de ce terrain, sur lequel je tiens d'ailleurs à rappeler à ceux qui n'auraient pas l'historique du sujet qu'il était prévu en son temps un projet urbain et que grâce à la modification du PLU de l'époque sous l'égide de Laurent Karadec, nous avons fait transformer les droits à construire en zone inconstructible, ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser ce parc.
Deuxième sujet sur lequel je travaille, donc nous allons très prochainement donc réaliser la forêt urbaine donc de Mazargues. Ce sont plus de quand même 380 arbres qui vont être plantés donc dans la liaison qui rejoint donc l'obélisque de Mazargues à la rue Joseph-Héguier. Et les plantations sont en cours de réalisation puisque c'est le moment de planter. Donc c'est un nouveau parc qui va être créé et mis à disposition avec une voie douce qui va relier donc l'obélisque de Mazargues à Joseph-Héguier. Et puis, le troisième sujet sur lequel je travaille, donc là c'est avec Madame la professeure Emmanuelle Charaf, eh bien c'est pour l'ouverture au public du parc Salvatore, qui est aujourd'hui un parc propriété de la PHM et sur lequel, donc là aussi, nous avons mis en son temps, n'est-ce pas Madame Karadec, un emplacement, donc un espace boisé classé, excusez-moi, sur le parc pour justement calmer les appétits de la PHM en la matière, et ce qui va nous permettre du coup de pouvoir réaliser également un parc. Donc tout cela portera à 42 parcs et jardins dans les 9e et 10e arrondissements, ce qui n'est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d'une volonté politique. Donc sur ce, je soumets au vote. Y a-t-il des observations ? Des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Donc nous passons au rapport suivant. C'est Madame Bruna qui va le rapporter. Ça concerne l'actualisation des périmètres scolaires avec la création du périmètre du nouveau groupe scolaire de la Traverse Régny. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors, eu égard à la construction et l'ouverture de la prochaine école située donc Traverse Régny, il va y avoir donc une actualisation des périmètres scolaires où donc plusieurs choses vont être entreprises, notamment l'affectation des élèves de Saint-Tron-la-Rose vers la nouvelle école de la Traverse Régny, ainsi que la réactualisation aussi d'écoles autour de ce périmètre. Donc ceci a été fait en concertation, il est dit dans le rapport, avec les inspecteurs de l'éducation nationale, les directrices et directeurs des écoles concernées, mais malheureusement à aucun moment avec la mairie de secteur. Voilà. Donc bon, c'est quand même assez étrange qu'on puisse déplacer un groupe entier sans information préalable envers la mairie de secteur et sans concertation. Voilà. Merci. Bien, écoutez, je vous en remercie. Bon, plusieurs éléments de réponse. Y a-t-il des prises de parole sur ce dossier? Il n'y en a pas. Bon, je vais vous donner lecture donc d'une lettre qui m'a été adressée le 24 février, donc quand même très récemment, enfin, qui est datée du 24 février, mais qui est arrivée en mairie hier. Donc signée par messieurs Ganosi et Huguet, donc les adjoints au maire en charge de ces questions. Donc, dans le cadre de la gestion de son parc immobilier scolaire, la ville va ouvrir un nouveau groupe scolaire, donc Traverse Régny, dont le nom devra être délibéré lors d'un prochain conseil municipal. Ce groupe scolaire est composé d'une école maternelle de 6 classes et d'une école élémentaire de 11 classes. Ce bâtiment moderne, je suis heureux que nous le constations, quand on connaît la polémique qui nous a opposés sur la réalisation de cette école, va offrir un lieu de qualité pour faciliter l'apprentissage des enfants des 9e et 10e arrondissements de Marseille. À proximité de ce nouvel établissement, le groupe scolaire Saint-Tron-la-Rose comprend 2 écoles, dont une maternelle de 6 classes et une élémentaire de 11 classes. La structure de ce site, peu fonctionnelle, nécessite des travaux pour donner aux élèves et au personnel de la ville de Marseille et de l'éducation nationale des locaux agréables et conformes à nos exigences qualitatives pour le service public de l'éducation. Afin de favoriser la mixité. Ce qui signifie, parce que ça me permet de répondre à une rumeur qui court dans le quartier et sur laquelle je voudrais que du coup nous soyons tous les porte-parole. L'inquiétude générée par cette fermeture de groupes scolaires ou ce déplacement de groupes scolaires fait naître dans le quartier l'idée que la ville aurait l'intention donc de se séparer de ce patrimoine municipal aux fins d'une valorisation immobilière ou foncière. Donc je vous le dis parce que j'ai reçu un courrier du syndic de la copropriété Saint-Tron-la-Rose et du conseil syndical de Saint-Tron-la-Rose. Donc, je tiens à dire très officiellement, en mon nom propre de maire d'arrondissement, mais du coup, je me fais l'interprète de la mairie centrale.
qu'il n'y a pas de volonté ni de près ni de loin, à court, moyen et long terme, donc de se séparer de ce patrimoine municipal, et que cette école restera une école. Elle va être modernisée, et de toute manière, ça serait une très mauvaise chose que d'envisager cette solution, parce que, vous l'avez bien compris, l'école de Vallon-Rény, quand la ZAC Vallon-Rény sera réalisée, les enfants de la ZAC iront dans cette école. Donc il faudra bien que les enfants de Saint-Tron-la-Rose se retrouvent à un moment donné donc, à Saint-Tron-la-Rose. Ceci étant, je voulais le préciser, puisque notre conseil est public, puisqu'il est suivi sur les réseaux sociaux, de telle sorte que ça tue la rumeur une bonne fois pour toutes. Donc je le redis, il n'y a pas de vente de ce patrimoine. Ce patrimoine, au contraire, sera rénové. Enfin, afin de favoriser la mixité sociale, condition même de la mise en œuvre des principes de l'école républicaine, et d'offrir des conditions d'apprentissage égales à l'ensemble des enfants du secteur, nous avons décidé que le groupe scolaire Saint-Tron-la-Rose, dès la rentrée scolaire de septembre, donc n'accueillera plus d'enfants, afin de permettre sa rénovation et le retour dans le futur d'enfants scolarisés dans cet établissement. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Le nouveau groupe scolaire Rény recevra quant à lui ses premiers élèves en septembre 2022, puisque effectivement je confirme que les travaux vont bon train. Vous savez que c'est la Soleam qui les réalise, donc du coup j'ai un petit regard sur le chantier, et effectivement ça va à bon train, et nous serons dans les délais. Donc il s'agit de 433 élèves, dont 160 élèves de la maternelle et 273 élèves de l'élémentaire du groupe scolaire Saint-Tron-la-Rose, toutes affectées dans ce groupe scolaire. Les enfants du secteur nouvellement inscrits seront affectés en fonction, bien évidemment, des places disponibles. Le nouveau périmètre a été défini conjointement avec les services de l'éducation nationale et fera l'objet d'une délibération du conseil municipal en février 2022. Donc ça, c'est le courrier qui m'a été adressé. Vous direz a été intégré dans le redécoupage du périmètre scolaire le fait que, et là aussi j'en remercie la ville, parce que j'avais évoqué le sujet il y a très longtemps, mais je l'avais évoqué, et il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc c'est très bien, que les parents qui sont domiciliés, les enfants qui sont domiciliés donc aux abords de l'école, c'est-à-dire traverse Rény, chemin du Val-des-Bois, avenue de la Grande Bastide, ou encore chemin du Vallon de Toulouse, eh bien, soient scolarisés dans cette école, parce qu'il n'y aurait eu rien de pire que ces enfants qui habitent au plus proche de l'école soient envoyés, par exemple, dans une école, notamment celle de Cabonazuri, par exemple. Et donc, il y avait nécessité là d'un petit redécoupage de périmètre, ce qui a été fait. Et donc, je trouve ça très bien pour le fonctionnement de l'école. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce rapport. Donc, y a-t-il, donc je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons donc au rapport suivant. Il s'agit de la modification du règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant. Et c'est Madame Bénichou qui rapporte. Monsieur le maire, la ville de Marseille assure directement la gestion de 62 établissements d'accueil du jeune enfant qui accueillent chaque année plus de 3500 enfants. Le fonctionnement de ces structures est régi par un règlement approuvé par délibération qui précise notamment l'organisation générale des modalités d'accueil des enfants, la tarification du service et la délivrance de soins spécifiques. Ce règlement veut intégrer les nouveaux critères d'attribution de places en crèche, basés sur le critère d'attribution par un quotient familial. Donc, pour cette raison, je demande au Conseil d'émettre un avis défavorable à cette motion pour les 3 articles et de voter contre. Merci, Monsieur le maire. Merci Madame Bénichou. Alors pourquoi? Pour être cohérent avec le vote que nous avons fait en conseil municipal la dernière fois. Voilà, je rappelle que la dernière fois nous avions voté contre au motif que, et nous avons eu un échange célèbre, presque, entre certains d'entre nous dans cet hémicycle, enfin dans cette salle et dans l'hémicycle du conseil municipal, sur notamment les critères du quotient familial, où nous avons une légère divergence d'interprétation des conséquences de cela. Donc, bon, ce rapport est la suite du rapport qui a été approuvé au dernier conseil municipal, ou l'antépénultième, je ne me rappelle plus. Donc, vous comprenez bien qu'il soit normal et cohérent que nous soyons dans la même logique que le vote que nous avons pu émettre au conseil municipal. Voilà.
Donc il n'y a rien de plus, rien de moins sur ce rapport. Madame Guérard, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Ce rapport était pourtant de nature à vous rassurer, puisque en intégrant les nouveaux critères d'attribution dans le règlement, on rajoute aussi, puisque votre point d'inquiétude était qu'en faveur des points, en faveur des bonifications handicap, on en avait parlé, hein, des familles dont les parents ne travaillent, des enfants, pardon, dont les parents ne travaillent pas, aient accès à la crèche au détriment de familles de parents qui travaillent. Une des modifications qui a été faite dans ce règlement, c'est justement de bien spécifier que, parce qu'il arrive aux grandes commissions, et c'est bien aussi de l'expliquer ici parce que c'est vu, il arrive qu'aux grandes commissions, parfois, on arrive en fin de liste et qu'on n'ait plus la capacité de mettre uniquement des familles dont les deux parents travaillent dans les équipements. Et donc, on a spécifié ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'avant, quand on remplissait les crèches en septembre et que des familles dont les deux parents ne travaillaient pas avaient une place, ils l'avaient pour 3 ans. À partir de maintenant, et c'est spécifié dans le règlement, ils auront un contrat de 4 mois. Au bout de 3 mois, on reviendra vers la famille pour savoir si elle a trouvé un emploi. Si c'est le cas, on aura fait du retour à l'emploi et on peut s'en féliciter. Si ce n'est pas le cas, l'enfant sera accueilli en occasionnel et puis on remettra la place en commission pour une famille qui va rentrer en cours d'année. Donc moi, j'essaie d'être rassurante. La prise en charge du quotient familial, on en a débattu, je vais faire vraiment très court. C'est pour avoir une liste qui soit dans l'ordre de la capacité financière des familles à se retourner vers un autre mode de garde ou pas. Et donc, il est évident que les crèches municipales accueilleront des familles dont les deux parents travaillent. Merci beaucoup. Merci Madame Guérard. Merci de nous apporter ces précisions. Nous aurons l'occasion d'en redébattre très vraisemblablement. Je redis, c'est notre position. Ça fait partie de la démocratie. Nous n'avons pas la même approche, mais en tous les cas, nous considérons que l'application du quotient familial va de fait faire sortir de l'accès aux crèches un certain nombre de familles qui aujourd'hui avaient la possibilité d'accéder aux crèches municipales. Voilà. Une fois qu'on a dit, on ne va pas refaire le débat de la dernière fois, mais en tous les cas, c'est notre position et nous considérons que c'est une pénalité pour certaines familles, certaines d'entre elles, en tous les cas, pas pour toutes, mais certaines d'entre elles. Voilà, donc je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Donc, donc qui est pour quand même, voilà. Et par voie de déduction, voilà. Donc, le rapport est rejeté. Donc, il est émis un avis défavorable par le conseil d'arrondissement des 9e et 10e arrondissements. Donc, nous passons au rapport suivant. Ça concerne l'approbation d'une convention d'occupation et d'usage du domaine public avec l'Institut médico-éducatif des Marronniers. Et c'est Monsieur Hoffmann qui rapporte. Monsieur le maire, ce présent rapport a pour objet l'approbation du renouvellement de la convention autorisant l'IME à réaliser des actions d'initiation au jardinage dans 2 espaces verts du 10e arrondissement, le parc des Bruyères et le parc Saint-Cyr, ainsi qu'un espace vert du 9e arrondissement, le parc de Maison-Blanche. 5 personnes en situation de handicap âgées de 16 à 20 ans sont concernées par ce dispositif. Elles sont amenées à effectuer des exercices pratiques comprenant des travaux de débroussaillement, d'amélioration des plantations et de leur entretien, et divers travaux horticoles et paysagers, sous la conduite d'un éducateur technique spécialisé dans le domaine des espaces verts. Je vous demande de mettre un avis favorable aux 4 articles. Merci. Très bien, mais écoutez, je vous en remercie. Je pense que c'est un rapport inclusif qui devrait recueillir l'assentiment de tous. Donc, je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons à l'approbation de la création de la commission mineure du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et la signature de la convention partenariale avec la protection judiciaire de la jeunesse concernant l'expérimentation d'une réponse pénale et éducative spécifique à destination des mineurs auteurs d'infractions liées au trafic de stupéfiants de faible intensité. C'est M. Rosato qui va rapporter. Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, alors ce rapport concerne uniquement le 9e arrondissement.
Conformément au plan national de prévention de la délinquance, la ville de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire de Marseille ont décidé d'installer et de co-animer une commission mineure. 3 thèmes prioritaires ont déjà été dégagés et donneront lieu à des groupes de travail spécifiques. La prévention de la prostitution des mineurs, la prévention de l'absentéisme et du décrochage scolaire et la prévention de l'entrée des très jeunes mineurs dans les trafics de drogue. Je vous demande, monsieur le maire et chers collègues, d'approuver les 2 articles de ce rapport. Très bien, donc je vais soumettre au vote. Y a-t-il des observations, des abstentions? Donc le rapport est adopté à... J'ai pas entendu, s'il vous plaît. Une abstention, ok, très bien. Donc Madame Bèze s'abstient. Très bien. Voilà. Monsieur le maire, si vous permettez, puisqu'on est sur le volet sécurité publique, je voudrais me faire le porte-parole des habitants du 9e et 10e arrondissement, des 136 000 habitants qui n'ont toujours pas une vraie police municipale, sillonnant les 350 km de voirie. Marseille, ce n'est pas que le centre et l'hypercentre et les quartiers nord, c'est aussi les quartiers sud. Et j'ai beaucoup de mal au conseil de sécurité d'arrondissement, des 9e et 10e arrondissements, d'obtenir une police municipale avec une vraie fonction concernant des voitures ventouses, concernant l'incivilité, enfin, toutes ces problématiques qui gangrènent notre secteur. Et je fais un vœu solennel, je m'adresse à nos amis, notamment du printemps marseillais, d'être enfin considérés et d'avoir une vraie police qui arrête de continuer de sillonner le centre, l'hypercentre, les quartiers nord. On existe, on paye des impôts, on a envie d'avoir une police municipale. Ça, c'était pour le premier volet, monsieur le maire. Et je voudrais aussi, pour quand même finir sur une note positive, vous remercier, monsieur le maire, parce que les 9e arrondissements ont failli ne plus avoir de commissariat de police nationale. Et on connaît ici votre force de détermination et votre abnégation. Vous avez réussi à obtenir le maintien de ce commissariat qui était vraiment attendu. Même les policiers nationaux n'y croyaient plus. Et force de constater, on a reçu le courrier du ministre de l'Intérieur que ce commissariat sera maintenu. Je tiens au nom des habitants des 9e et des 10e arrondissements à vous remercier très chaleureusement. Merci. Merci, monsieur Rosato, pour cette prise de parole. Merci. Monsieur Manchon, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, en fait, on partage notre, notre envie, avec la population, avec vous, d'avoir un quartier apaisé, avec des règlements, des lois qui sont respectés. Mais quand j'entends certains élus de secteur, comme le monsieur qui vient de s'exprimer à l'instant... Il s'appelle monsieur Rosato. Hein. Oui, bien sûr. Je le nomme pas exprès. S'exprimer en CIQ en disant qu'on vous a enlevé la police des quartiers parce que vous aviez mal voté, je voudrais qu'on apaise un petit peu le débat. Et ça, c'est vraiment... C'est pas ce qu'on a entendu ici. Excusez-moi, on est hors du RCM et on se permet des choses en réunion de CIQ, on s'en permet ici. Donc, puisqu'on ouvre un petit débat, j'ouvre cette parenthèse. Et vous me permettrez de terminer sans être chahuté, s'il vous plaît. Je vous le garantis, moi je vous le garantis, quand Darmanin est venu à Marseille, on lui a montré un certain nombre de points. J'ai discuté avec lui. Ce jour-là, il se trouve que c'était moi. Je lui ai dit, nous avons besoin de 900 policiers pour Marseille. Il m'a envoyé un courrier 2 mois plus tard. Il m'a dit, vous en aurez 100. Depuis, on a négocié, on en aura un petit peu plus. Mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas entrer en négociation avec la police nationale pour avoir un petit peu plus de moyens. Par contre, on pourrait vous reprocher, quand vous étiez dans l'exécutif, quand vous étiez au pouvoir aussi, d'avoir soutenu par exemple un président de la République qui a vidé Marseille de ses moyens ou qui n'a pas accordé ces mêmes moyens à la ville. Donc je veux dire, au jeu du « c'est pas moi, c'est lui », au jeu de « on n'a pas bien voté, on est puni », ça peut aller très très loin aussi. Donc aujourd'hui, on essaye de faire au mieux pour les Marseillais et les Marseillaises, et je voudrais qu'on arrête de faire courir certaines rumeurs dans les réunions de quartier. Merci. Bien, merci monsieur Manchon. Bon, alors est-ce qu'il y a d'autres prises de parole à ce sujet? Il n'y en a pas. Bon.
Donc, je vais apporter deux, trois éléments de réponse. D'abord, je crois qu'il faut, quand on est en responsabilité, accepter la critique. La réalité, ça peut vous déplaire ou pas, et je ne parle pas des compétences de la police nationale. Si j'avais voulu dériver ou faire dériver le débat sur la police nationale, on aurait eu l'occasion de le faire. Je parle de la compétence de la police municipale. Nous parlons des difficultés que nous avons à avoir et à obtenir donc des policiers municipaux sur la voie publique, des difficultés que nous avons à obtenir des policiers municipaux qui accélèrent les procédures, notamment d'enlèvement d'un certain nombre de voitures ventouses, ou des polices de la police municipale qui soient plus réactives sur des sujets qui peuvent concerner les habitants des 9e et 10e arrondissements. Alors après, vous pouvez être dans le déni. La réalité, c'est que, bon, effectivement, nous sommes dans les assemblées générales de comités d'intérêt de quartier, mais pas seulement. Nous sommes sur le terrain, et moi, je rencontre quand même beaucoup d'habitants. Et la réalité, c'est que les gens me disent qu'ils voient de moins en moins la police municipale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons notamment, par exemple, j'ai demandé à de multiples reprises la police municipale pour sécuriser les abords de la mairie, notamment les samedis, lorsque nous avons des mariages qui ont tendance de plus en plus souvent, malheureusement, à déraper. Et je suis obligé de devoir vous dire, Monsieur Manchon, que je n'obtiens pas, je n'arrive pas à obtenir la présence de la police municipale aux abords de la mairie, alors que nous sommes la mairie qui officie le plus. Nous faisons plus de 600 mariages par an, Monsieur Manchon. Voilà. Et donc, alors que les policiers municipaux, nous en avions par le passé, et ça nous permettait quand même, notamment dans certaines périodes où nous avons beaucoup de mariages, les printemps, été, nous faisons par samedi entre 16 à 20 mariages par samedi. Voilà, 16 à 20 mariages, quand vous avez 200 personnes par mariage, je vous laisse imaginer ce que c'est. Et donc, je pense que nous sommes légitimement fondés à attendre, par exemple, une mobilisation, ne serait-ce que sur ces aspects-là. Bon, voilà, c'est une réalité. Alors après, vous faites des choix et ça ne nous a pas échappé, mais il faut assumer ces choix. Pour le reste, je remercie Monsieur Rosato parce qu'effectivement, il y avait ce sujet de la fermeture du commissariat de Mazargues qui, pour moi, est un double sujet. Il y a la fermeture du commissariat en lui-même, qui est un dossier en soi, qui est, pour être franc, une décision politique qui avait été prise dans son principe sous l'ancien gouvernement, le gouvernement de François Hollande. Et donc, et qui arrivait à être appliqué du fait des réformes et de la création de ce super grand commissariat des quartiers sud qui va regrouper le 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, Allo et Plan de Cuques. Bon, et donc qui est basé à Sainte-Anne. Moi, ma position, c'est que la massification des services publics, à un moment donné, a ses limites. Pour tout service public, que ce soit donc les services publics hospitaliers comme pour les services publics de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle je considérais qu'il était important de maîtriser la présence d'un commissariat dans un bassin de population qui représente quand même 70 000 à 80 000 habitants. Voilà. Et donc c'est un combat que nous avons mené avec plusieurs ministres. Il se trouve que nous avons un épilogue heureux avec Monsieur Darmanin et je l'en remercie parce que c'était quelque chose qui était nécessaire. Pour autant, le deuxième sujet qui ouvre finalement le premier, c'est notamment le quartier de Mazargues où, qu'on le veuille ou non, il y a la volonté, et là vous n'allez pas pouvoir dire que c'était les autres, hein, parce que c'est quand même un peu vous, de fermer les services publics municipaux de proximité. Vous m'avez fermé, vous nous avez fermé, vous avez fermé au public de Mazargues et alentour donc le bureau municipal de proximité. Vous avez fermé le service du CCAS à Mazargues. Bon, nous allons vers une politique qui vise à fermer les services publics municipaux de proximité, qui se serait rajouté à la fermeture si elle avait eu lieu donc du commissariat et qui se rajoute aussi à la Poste, qui aussi a décidé de fermer. Donc ça fait beaucoup pour un seul quartier. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que au-delà de conserver le commissariat, c'est aussi envoyer un message à titre symbolique de la conservation sur le quartier, sur le noyau villageois de Mazargues, de services publics. Et je pense que c'est important. Et ce que je trouve assez remarquable,
au sens étonnant du terme, c'est que ça soit moi, élu de droite libérale, qui soit dans l'obligation de tenir ce discours, quand on sait quand même les engagements qui sont les vôtres et les discours que vous avez pu tenir en ce domaine sur les services publics d'une façon générale. Bon, je clôt le sujet, mais je pense qu'on doit tous se féliciter du fait que nous ayons ce commissariat qui soit conservé. Et bon, je ne vous donnerai pas lecture du courrier qui m'a été adressé, mais enfin, je veux simplement dire que à l'occasion de mon dernier déplacement, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec vous. Vous m'avez interrogé sur le devenir du commissariat de police de Marseille. En effet, si celui-ci a bien été fermé pendant quelque temps, faute d'effectifs pour pouvoir assurer l'accueil du public, notamment en raison de la crise sanitaire, il a réouvert et restera ouvert nonobstant les travaux d'agrandissement du commissariat du 8e arrondissement. Comme vous, je considère le maintien de ce commissariat indispensable à l'accessibilité des services publics dans ce bassin de vie. Mes équipes se tiennent à vos dispositions, ainsi de suite. Voilà. Donc moi, en tous les cas, et je pense que les élus de cette majorité municipale, et peut-être même d'autres, sont heureux de savoir que nous avons un commissariat ouvert avec la possibilité pour les gens de déposer plainte. Et même mieux, je souhaite que l'on travaille, et je m'en suis entretenu avec la préfète de police, à ce qu'il y ait notamment un axe qui soit plutôt orienté sur l'accueil des victimes de violences conjugales aussi. Que sur ce commissariat, il y ait peut-être aussi une spécificité qui puisse se développer. Je trouve que ça peut avoir du sens quand on sait les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sur ces questions-là depuis maintenant quelques années. Donc, je vais soumettre au vote ce rapport. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Aucune. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons... Abstention de Madame Besse. Très bien. Donc, nous passons au suivant. Donc, déclaration des avantages en nature attribués par la ville de Marseille au club sportif. C'est Monsieur Di Giovanni qui rapporte. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues, dans ce rapport, il est effectivement question de la déclaration des avantages en nature attribués par la ville de Marseille au club sportif, puisqu'il y a obligation à la fois pour les collectivités et les associations de déclarer comptablement ces avantages qui leur sont accordés. Dans notre club sont notamment concernés à plus forte proportion l'association sportive de Mazargues et l'ASCO Sainte-Marguerite. Je vous demanderai de bien vouloir voter ce rapport, approuver ce rapport. Merci. Très bien, mais écoutez, je vous en remercie. Bon, c'est un rapport très classique, donc je soumets au vote des observations, des oppositions adoptées à l'unanimité. Nous passons au suivant, c'est l'expérimentation pour le déploiement du tri sélectif dans les parcs de la ville de Marseille et la plage de Corbière. Bon, pour ce qui nous concerne, ce sont les parcs. Donc, installation d'équipements de tri pour la collecte et le recyclage des emballages ménagers hors foyer. C'est M. Ferchat qui rapporte. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs, la ville de Marseille soumet au conseil d'arrondissement un rapport sur l'expérimentation du tri sélectif dans les parcs et jardins de la ville de Marseille et la plage des Corbières. La ville propose l'installation de tri pour la collecte et le recyclage des emballages ménagers hors foyer. Le dispositif tend à créer 37 emplacements dédiés au tri sélectif au sein de 6 parcs et une plage, dont 8 déjà équipés. Les parcs concernés sont Pastré, Borély, le 26e centenaire, Longchamp, François Biou et le parc Oasis. Ce dispositif vise l'objectif de collecter 130 tonnes de déchets recyclables par an, qu'il s'agisse du verre et des emballages. Sur chaque emplacement, 2 abris-bacs grande capacité seront implantés, un pour les ordures ménagères, l'autre pour les emballages papier et verre. Un plan de communication complétera ce dispositif. Notre groupe propose de nous positionner de manière favorable sur cette initiative qui complète l'action de la métropole et celle de la mairie de secteur qui s'emploie à étoffer l'offre de points d'apport volontaires, qu'il s'agisse de PAV enterrés ou aériens sur le 9 et 10e arrondissement. Je rappelle que sur l'ensemble de la ville, la métropole a mis à disposition des ménages 1665 PAV pour collecter le verre et 1516 PAV pour biflux concernant la collecte des emballages et du papier. Le tonnage collecté pour les ménages sur l'ensemble de la ville de Marseille est de 23 300 tonnes de déchets recyclables et verts et de 326 000 tonnes concernant les ordures ménagères résiduelles.
par l'ensemble de ces actions, qu'il s'agisse du réemploi, qu'il s'agisse de la réduction des déchets à la source, de l'accompagnement des professionnels, la volonté de la mairie des 9-10 est de participer au plan régional de prévention et de gestion des déchets qui prévoit de réduire de 10% la production de l'ensemble des déchets d'ici 2025. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci. Écoutez, donc la ville de Marseille va contribuer à la politique métropolitaine. En clair, c'est le message que vous avez voulu faire passer et nous l'avons bien saisi. Donc, je soumets au vote. Y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport donc, qui concerne l'approbation de principe de création d'un conseil municipal des enfants. Et c'est Madame Bruna qui a la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc il s'agit ici d'un rapport concernant l'approbation du principe de création d'un conseil municipal des enfants. Donc il y a déjà un conseil municipal des jeunes et ici donc on s'adresse plutôt aux élèves de CM1. Donc la ville de Marseille est une ville qui a reçu le label de ville amie des enfants, donc qui marche aux côtés de l'UNICEF France. Ce conseil municipal des enfants va avoir 3 objectifs. Donc permettre au plus grand nombre d'enfants de s'impliquer dans la citoyenneté. Deuxièmement, de constituer un organe d'expression de la voix des enfants. Et enfin, de permettre aux enfants de s'impliquer et de participer à la gestion de projets. Donc les conseillères et les petites conseillères et les petits conseillers donc, seront à parité filles et garçons. Et donc, ceci sera organisé sur 2 ans, donc CM1 et CM2. Ils pourront faire acte de volontariat compté du mois de mars pour une mise en œuvre à la rentrée de septembre. Alors, si nous saluons bien évidemment cette initiative, donc la question, Madame Guérard, vous a été posée cet après-midi en commission. Nous regrettons que le public des écoles privées ne puisse s'inclure pour cette première année, puisque vous disiez que ce serait le cas pour les années prochaines. Mais voilà, donc nous aimerions que ce public des écoles privées soit inclus dès maintenant, et ce qui irait également avec le mantra du printemps marseillais, qui est une ville plus juste, plus verte, mais aussi plus démocratique. Voilà. Donc soyons dans l'inclusion et incluons donc toutes les petites Marseillaises et tous les petits Marseillais. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci à vous, Madame Bruna. Donc, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ah, ben, j'ai pas vu votre... Oui, bien sûr, oui. Oui, j'ai pas vu, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Bon, très rapidement, on a fait la première réunion et je suis contente qu'il y ait des sujets qui fassent consensus, parce qu'on va le faire tous ensemble, que c'est important, que ça va s'appuyer sur les mairies de secteur, qu'il va y avoir des conseils d'arrondissement pendant l'année du CM1, un conseil municipal pendant l'année du CM2. Et donc, je me réjouis toujours quand on arrive à avoir des sujets qui concernent les enfants et qui sont hors politique. Comme je vous l'ai dit cet après-midi sur la petite remarque que vous faites et que j'entends, on est en train de créer l'outil, on doit d'ailleurs le créer ensemble, parce qu'il faut voir comment on utilise les mairies de secteur, comment on utilise l'hémicycle, la mairie centrale, et créer aussi le partenariat avec l'Éducation nationale qui nous a donné des référents, un inspecteur et un conseiller pédagogique. On ne sait pas combien d'enseignants vont répondre, donc en fait c'est vrai que sur la première année là, de création de l'outil, on le construit en mode éducation nationale et puis après on l'étendra. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Merci beaucoup. Bien, merci de ces précisions. Bon, évidemment, on est favorable au principe parce que tout ce qui concourt à améliorer la citoyenneté dès le plus jeune âge, c'est quelque chose à laquelle nous sommes très sensibles. Bon, je resterai quand même très vigilant sur la nécessité, comme l'a révélé Madame Bruna, d'y inclure tous les enfants. Hein. Je pense quand même que la démarche de la citoyenneté, elle concerne tous les enfants et pas en fonction de la nature de la scolarité, qu'elle soit publique ou privée. Donc ça, c'est vraiment un effort à faire. Deuxième chose quand même aussi, Madame Guérard, c'est que effectivement, il s'agira bien aussi de nous préciser quels sont les moyens
que vous allez mettre à la disposition des mairies de secteur pour réaliser tout cela, parce que je vois bien que vous voulez prendre des initiatives. Les moyens de la mairie de secteur, eux, ne sont pas extensibles non plus. Voilà. Donc je voudrais quand même là aussi avoir quelques éclaircissements sur ce que vous nous mettrez comme accompagnement pour la bonne réalisation de cet objectif que nous partageons. Voilà. Donc, ceci étant posé, donc je vais soumettre au vote. Y a-t-il des observations, des oppositions? Vous faites quoi? Abstention. Alors, on s'abstient. Bon, très bien. Donc, Madame Bess s'abstient, mais le rapport est adopté à l'unanimité, à la majorité. Nous passons à l'approbation de dénomination de voix, et c'est Monsieur Darmon qui a la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, messieurs, mesdames les administrés, bonsoir. Suite à l'avis favorable de la nomination de Vendoru, qui s'est réunie le 13 janvier dernier, il nous est proposé ce soir de valider 2 dénominations de Vendoru. Et à quelques jours de la journée de la femme, je me réjouis de vous proposer ce soir 2 illustres femmes de notre secteur. La première, il s'agit d'une dame qui est infirmière, comme moi. Ouais, infirmière, hein, comme vous. Non, moi je sais, oui, c'est ça, à peu près. C'est bien la précision, monsieur le maire. Et il s'agit d'une sœur bénédictine qui s'appelle Bénédicte Riffaut. Et c'est une proposition qui est émanée du CIQ des Hauts-de-Mazargues, la Cailleule, Madame Bonfils. Et c'est une dame qui a toujours vécu à la Cailleule, qui est venue d'Algérie en 1960 et qui, par son savoir médical et aussi social, a su monter des baraquements pour accueillir les réfugiés. Et c'est d'actualité malheureusement également. Et donc on marque le pas entre ces 2 événements. Donc au sujet de la Cailleule, c'est une dame qui est enterrée au cimetière de Mazargues et qui a habité au parc de la Valette. Donc comme il s'agit d'une rue qui est située entre le Franck-Percel et Traverse la Valette, nous avons jugé très adéquat de proposer ce nom. La seconde dame très illustre et également très connue, il s'agit de Mme Thérèse Fabré-Fisio, qui est la fondatrice de la maîtrise Gabriel Fauré, 1948. C'est très connu, donc c'est une chorale composée de femmes, et elle est tout seule en 60 ans. Et, cette chorale a fait les 4 continents, ils sont passés de partout, et ils sont très connus, et elle célèbre la Provence et Marseille. Voilà, donc nous vous proposons, messieurs, dames, de bien vouloir émettre un avis favorable au sujet de ces 2 noms. Très bien, Maître Manchon. Monsieur Manchon, allez, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Darmon. Je vois qu'on nourrit des amitiés particulières. Bon, je voudrais, sur cette question des noms de rue, il n'y a pas de sujet. Sur la question des droits des femmes, et non pas la journée de la femme. Donc journée des droits des femmes, il pourrait y en avoir un. Donc il s'agit bien de la journée des droits des femmes et non pas de la journée de la femme ou des accessoires de mode féminins, comme certaines mairies de secteur ont cru bon de le faire savoir. Merci. Bon, écoutez, en tous les cas, nous avons pour la journée des droits de la femme donc toute une série de manifestations qui ont été imaginées comme chaque année depuis bien longtemps dans cette mairie. Et donc, évidemment, vous y êtes toutes et tous conviés. Et donc, n'hésitez pas à y participer. Pour le reste, ce que je voulais vous dire donc, concernant la rue Thérèse Fabré-Fisio, donc c'est en lieu et place de la U522, donc c'est la nouvelle voie qui va relier le boulevard Sainte-Marguerite à l'ancien chemin de Cassis. Et donc pour ce qui concerne donc la rue Bénédicte Riffaut, donc effectivement, je confirme ce qu'a dit fort justement Monsieur Darmon. Bon, c'est une dame qui s'est beaucoup investie dans le quartier, autant donc des baraquements, tout ce qui concernait Mandarine et Chicago, qui était très présente aux côtés des populations en grande précarité et qui étaient des populations migrantes sur ce territoire. Et effectivement, il nous importait de pouvoir, comme l'avait suggéré le CIQ des Hauts-de-Mazargues, que cette rue lui soit dédiée. Alors, ça a pris un peu de retard parce que la ville, la mairie centrale, enfin les services,
avaient fait une légère inversion, c'est-à-dire qu'ils avaient mis le nom de Madame Riffaut à Sainte-Marguerite et l'autre dans l'autre quartier. Donc, je m'en suis aperçu à un moment donné de l'histoire, et donc ça nous a permis de rectifier le tir, et donc c'est le sens de ce rapport. Donc je soumets au vote. Y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Ça concerne l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention d'accès à l'espace sécurisé Mon Compte Partenaire de la Caisse d'allocation familiale, et donc c'est Madame Fédy qui rapporte. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention d'accès à l'espace sécurisé Mon Compte Partenaire mis en œuvre par la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, l'avenant numéro 1 au bulletin d'adhésion au service de consultation et du bulletin d'adhésion au service aide financière d'action sociale. Je vous demande d'émettre un avis favorable aux 3 articles. Merci, monsieur le maire. Merci. Des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. C'est l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale du territoire Marseille-Provence. Et c'est Madame Caradec qui va rapporter. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit de l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale du territoire Marseille-Provence. Donc, c'est l'avis du conseil municipal sur l'approbation de ce document. Document qui a été travaillé avec les 18 communes du conseil de territoire et la métropole. Un travail collaboratif engagé depuis plusieurs mois. Dont la procédure relève de la métropole. Donc, la rédaction du rapport est un peu cocasse parce qu'elle fausse la réalité des choses, puisque la majorité municipale nous explique que c'est la ville de Marseille qui a pu faire part de ses demandes d'évolution d'écriture des règles qui s'appliquent sur son territoire, comme par exemple l'interdiction d'affichage numérique dans le périmètre du site patrimonial remarquable. Alors évidemment, la métropole a proposé la suppression de l'affichage numérique à l'adjointe compétente, puisque c'est la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affichage numérique en site remarquable protégé. Par ailleurs, il est également dit que sur la diminution significative des grands formats, donc 4:3, tout ça est grâce à la ville. Non, parce que la procédure était engagée sous le précédent mandat, donc la majorité municipale était différente et nous avions déjà intégré la suppression des formats 4:3. Donc je voulais juste corriger les choses de façon très objective et préciser que le travail a été fait en toute transparence et cordialité avec l'adjointe concernée, là je suis très objective en le disant, comme dans tous les autres dossiers que j'ai en charge et sur lesquels nous avons un travail bien évidemment partenarial. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Caradec. Donc Monsieur Manchon, je vous en prie. Mes chers collègues, je crois que nous sommes tous d'accord ici pour dire que certains espaces ne se prêtent plus au XXIe siècle avec les enjeux paysagers et de recherche d'espaces naturels, de qualité de paysage, ne se prêtent plus à la publicité, qu'elle soit agressive ou pas. Il reste donc aujourd'hui en centre-ville, mais aussi sur notre littoral, donc en frange d'un espace naturel particulier, la mer à laquelle nous sommes tous très attachés. Énormément encore de publicités qui viennent gâcher le paysage, qui viennent gâcher l'expérience qu'on doit avoir lorsqu'on évolue sur ces espaces. À cela s'ajoutent des bâches tendues sur le Vieux-Port, la plus grande est celle de la région quand même, qui viennent dénaturer des sites patrimoniaux et historiques. Et c'est à cela que nous souhaitons voir apporter des garde-fous, voire des suppressions. Et donc je vous invite à le voter malgré les réserves de leur Agnès Caradec. C'est elle qui l'a rédigé.
Et c'est ce qu'elle vous a expliqué en fait. Oui, 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 voilà, bien vous voyez, sûr. donc Ce quelque n'est pas part. elle qui l'a rédigé, mais voilà. je vous laisserai clore ma prise de parole et mettre au vote ce RCM. Moi, ce que je peux dire quand même, c'est que nous arrivons, ça fait 18 mois que je suis adjoint à la ville de Marseille, et ce n'est ni moi ni mon équipe qui avons mis en place les bâches, les panneaux lumineux que nous voyons aujourd'hui, l'ensemble des publicités que nous connaissons depuis des années, et je suis heureux que nous ayons enfin une évolution, on va dire, dans l'air du temps, ce qu'attendent les Marseillais et les Marseillaises. Très bien. Bah, écoutez, je vous en remercie. Bon, si j'ai quand même bien compris, il y a une application assez stricto sensu de la loi déjà. Donc, en fait, ça ne concerne pas que Marseille, mais ça concerne les 36 000 communes de France. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, effectivement, c'est un travail partenarial avec toutes les communes de la métropole. Donc, bien sûr, il faut se mettre d'accord avec la ville-centre, mais enfin, il faut se mettre d'accord aussi avec toutes les communes de la métropole. Donc, c'est un travail partenarial. C'est un rapport qui doit passer en conseil municipal parce que c'est la loi qui en fait obligation, mais la réalité, c'est juste qu'il est nécessaire de rappeler. Après, il se trouve qu'on est tous d'accord sur la finalité à obtenir, donc il n'y a pas de sujet, pas de débat. Mais la réalité, c'est que voilà, c'est un travail qui a été fait par la métropole, auquel la ville souscrit, et nous y sommes très satisfaits de voir que vous rejoignez les positions et le travail réalisé par la métropole. La seule chose, c'est qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas travestir la réalité pour s'approprier le travail des autres. C'est ce qu'on apprend généralement à l'école, et ça, c'est plutôt bien de le rappeler, même 35 ans après, quand on est plus adulte. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, je soumets au vote. Donc, y a-t-il des observations, des oppositions? Le rapport est adopté à l'unanimité. Et donc, nous allons passer au dernier rapport, qui concerne donc l'observation du conseil municipal sur le projet donc de création d'une zone à faible émission mobilité, la fameuse ZFEM, sur le centre-ville élargi de la commune de Marseille. Là aussi, c'est un travail réalisé par la métropole. C'est M. Réau qui rapporte, et je tiens à profiter du fait que M. Réau prenne la parole pour le féliciter au nom de l'ensemble du conseil d'arrondissement d'avoir été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur par le gouvernement. Et donc, je le félicite pour cette belle décoration. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci d'abord d'avoir relevé cette décoration dont je suis effectivement très fier, et j'ai été très ému de pouvoir la recevoir, et j'espère en être digne aujourd'hui et demain, bien sûr, et toutes ces années à venir. En tout cas, merci à tous de vos applaudissements, ça me fait chaud au cœur. Je vais donc vous parler et vous présenter ce rapport sur les observations du conseil municipal sur le projet de création d'une zone à faible émission mobilité, dite ZFEM, sur le centre-ville élargi de la commune de Marseille. Donc, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est une zone qui a été proposée et construite par la métropole pour respecter la loi du législateur, bien entendu, sur la volonté et l'obligation de limiter les émissions de particules et notamment polluantes dans les centres-villes. Au départ, c'était d'ailleurs la ville de Marseille les villes qui étaient chargées de construire ces ZFE, et puis le législateur a souhaité que ce soit les métropoles ou les communautés de communes ou d'agglomération selon les statuts, mais principalement les métropoles. Et notre ville, bien entendu, n'est pas épargnée. Tout le monde sait, comme dans d'autres métropoles, que la qualité de l'air n'est pas suffisamment bonne, qu'elle est même parfois très mauvaise, et qu'il faut évidemment agir sur les lieux qui sont les plus impactés. Et à Marseille, c'est principalement le centre-ville qui est impacté. Alors, bien sûr, par la circulation automobile, mais aussi par d'autres sites d'émission, que peut être le grand port maritime et les bateaux de divers et variés, à la fois de croisière, mais aussi cargo. Et puis, en même temps, les mauvais chauffages qui peuvent être, les chauffages anciens qui peuvent être aussi très polluants. En tout cas, la ZFEM s'applique aux questions de mobilité, et il est donc question de créer un périmètre, notamment sur le centre-ville élargi. Un travail en commun a été fait entre la métropole et la ville de Marseille, et une enquête publique a été menée ces dernières semaines, et s'est terminée hier, pour avoir et recueillir
l'avis du public sur l'ensemble de la ville de Marseille. Et nous avons ici les observations de la ville de Marseille. Comme c'est le cas, on associe toutes les personnes associées, alors personnes morales notamment, collectivités publiques, à ces dispositifs. Et donc, c'est normal que nous ayons cette présentation. Sur le constat, je l'ai fait, je pense qu'on n'a pas de divergence majeure là-dessus. Il y a effectivement urgence à agir et à agir dans les meilleures conditions possibles. Ceci dit, le rapport tel qu'il est présenté, à notre avis, présente quand même deux grosses lacunes et surtout deux gros inconvénients. C'est que, un, il rétablit encore la frontière entre les quartiers nord et les quartiers sud. Et franchement, je pensais que vous étiez dans une logique, et nous pensions que vous étiez dans une logique d'avoir une réflexion globale sur la ville de Marseille. Or, l'ensemble du rapport est notamment axé sur des solutions qui sont tournées vers les quartiers nord. Alors très bien, et d'ailleurs on a sans doute à travailler sur ces sujets-là, mais aucun des sujets qui concernent les quartiers sud, qui sont aussi impactants pour la qualité de l'air en centre-ville, n'est abordé. Aujourd'hui, vous dénoncez que le système de transport par la métropole est insuffisant, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la métropole compte investir très largement plusieurs centaines de millions d'euros, voire milliards, pour pouvoir résoudre ce sujet, que des solutions sont prévues sur ce secteur et sont entamées grâce à l'investissement du maire de secteur et de l'ensemble des conseillers d'arrondissement ici présents, mais aussi de la métropole pour l'extension du tramway jusqu'à la Gaille, voire jusqu'à la Rouvière. Ça n'est pas cité dans le rapport, alors que vous êtes encore sur une logique de citer des systèmes de transport sur les quartiers nord. De la même façon, lorsque vous énoncez ces lignes de transport, vous oubliez l'extension vers le 4 septembre, qui est en discussion et qui est en préparation de la part de la métropole. Il n'y a pas de signes donnés des réalisations qui peuvent être positives pour améliorer le pourtour de la zone de faible émission. Parce que créer une frontière, créer une zone, très bien. Il faut le faire, c'est dans la loi, nous le faisons. Mais il faut créer les conditions autour pour que la qualité de l'air soit meilleure et qu'on diminue aussi l'accès au centre-ville pour les automobiles. Et dans ce secteur, ça n'est pas signalé dans le rapport encore une fois, vous oubliez un élément majeur, c'est que la circulation automobile est en augmentation dans un certain nombre de noyaux villageois, où la qualité de l'air est certainement aussi mauvaise que dans certains coins du centre-ville. Je pense notamment au quartier sud du 9e arrondissement, qui, eux, ne bénéficient pas d'un élément que vous ne supportez pas, mais en tout cas qui s'appelle le boulevard urbain sud et qui est un boulevard de contournement du centre-ville et qui doit nous permettre justement à la fois d'éviter qu'un certain nombre de voitures nombreuses pénètrent dans le centre-ville et évitent les noyaux villageois qui sont très encombrés. Et là, vous l'omettez comme si ça ne devait pas exister et comme si ça n'existait pas. Or, ces quartiers, dans leur majorité, les habitants de ces quartiers, dans leur majorité, sont favorables à la réalisation du boulevard urbain sud jusqu'au Roi d'Israël. Et nous y sommes ici favorables, on vous l'a dit, on vous le répète encore aujourd'hui, et je pense que ça aurait nécessité que ça soit dans ce rapport. Et puis, sur la forme, c'est le deuxième point, le deuxième écueil, franchement, ça tient plus du réquisitoire que des observations ou des propositions que vous pouvez faire sur l'amélioration de la proposition de la métropole. C'est un réquisitoire en règle. Voilà, donc le ton employé dans ce rapport n'est pas acceptable pour notre groupe et ce que nous défendons. Et en tout cas, il n'est pas acceptable dans ce conseil d'arrondissement. C'est la raison pour laquelle, monsieur le maire, je vous propose de proposer un avis défavorable sur le rapport qui nous est proposé par le conseil municipal. Merci, monsieur Réau. Monsieur Manchon, vous avez la parole. Bon, Didier, autant j'ai applaudi pour ta décoration, autant là, excuse-moi, c'est pas bravo, quoi. Non, sérieusement, la question de la qualité de l'air, ça a un impact économique d'abord, 48 milliards d'euros, et c'est énorme, ça pèse sur les finances. Donc, quand on a un problème de ce type-là, autant investir dans les bonnes solutions.
Et parmi les solutions qui sont énoncées dans ce rapport, il y a le transport en commun, effectivement. Et il était bien entendu normal qu'on évoque les axes de transport vers les quartiers dits nord, mais aussi vers le 2-3, parce qu'en fait, en réalité, c'est le 2-3 qui est concerné par la ZFE, 2e et 3e arrondissement de la ville de Marseille, où, on le sait tous, vivent les familles les plus pauvres de Marseille, en tout cas en termes de statistiques. Il y en a ailleurs, et nous en avons dans notre secteur aussi, bien entendu. Alors on ne se désintéresse d'aucun secteur. On ne va pas faire une opposition nord-sud, comme tu essayes de le faire croire, ça n'est pas ça. Et de venir nous rajouter une pique sur le boulevard urbain sud, pour lequel, tout récemment, vous avez refusé l'amendement que je portais à la métropole, de garder l'axe de transport, mais de le conserver justement pour ces transports en commun dont nous manquons tant à Marseille, et qui permettrait aux gens de lâcher volontairement la voiture. Parce que si nous avions un réseau de transport en commun convenable à Marseille, on n'aurait peut-être même pas besoin de ZFE pour améliorer la qualité de l'air. Parce que quand un transport en commun fonctionne, et avant même que les ZFE soient inventés, les villes qui avaient de très bons réseaux de transport en commun avaient une grosse majorité de la population qui se mettait dedans plutôt que d'aller dépenser, et c'est une fourchette donnée par l'ADEME, en moyenne 3 400 € par an en entretien de véhicules. Voilà, donc ce rapport ne vise pas à diviser Marseille, au contraire, il traite d'un problème de centre-ville, parce que la ZFE, c'est un problème de centre-ville. On évoquera aussi la question des tunnels, parce que quand on crée une zone où on souhaite voir baisser le niveau de polluants, c'est un petit peu aberrant d'avoir des tunnels avec des cheminées qui recrachent par contre la pollution des véhicules qui passent en dessous. On y parlera aussi à nouveau de la question du port. Personne aujourd'hui ne peut nier l'impact de l'activité du grand port maritime de Marseille sur la qualité de l'air à Marseille. C'est un rapport très sérieux qui est fait dans l'intérêt général, et avant tout, ça n'est pas quelque chose que l'on voulait comme étant une attaque. En tout cas, il ne faut certainement pas le présenter comme ça. C'est l'avis de notre collectivité, c'est l'avis de la ville de Marseille sur la mise en place de cette ZFE. Et ça sera voté en conseil municipal en mairie centrale vendredi. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà. En tout cas, ne diabolisons pas et essayons de rester dans le sujet. Bien, merci donc de ce débat intéressant. Bon, moi simplement plusieurs choses qui vont dans le sens, bien évidemment, de ce que vient de dire Didier Réau. Je pense que il y a quand même un vrai sujet avec cette majorité municipale, c'est que vous ne parlez pas à tous les Marseillais. Vous vous êtes mis dans l'idée que cette ville ne devrait être traitée que sous le prisme des quartiers nord et de l'hypercentre. Et donc, ça devient un vrai sujet, parce que sur un sujet comme la qualité de l'air, parce que c'est le sujet en question, la qualité de l'air, vous avez bien compris quand même que la qualité de l'air, elle ne va pas s'arrêter aux frontières de la ZFE quand même. C'est nécessairement des conséquences sur l'ensemble du territoire marseillais. Et c'est vrai que si votre approche s'était voulue plus pragmatique et plus consensuelle, vous seriez appuyé d'une part d'abord sur le plan de déplacement urbain métropolitain tel qu'il a été voté par le Conseil de métropole, ça c'est le premier élément, qui incluait donc du coup l'ensemble des initiatives portées par la métropole en termes de développement de transport en commun, alors que ce soit le tramway, que ce soit éventuellement les prolongations de métro, mais ça il y en a beaucoup moins, ou que ce soit le plan vélo, ainsi de suite. Donc, et sur l'ensemble du territoire. Or, il y a une forme de pression, on a bien compris, à systématiser dans vos discours et dans vos écrits le tramway sur la Belle de Mai. Je dis simplement une chose. D'abord, le tramway de la Belle de Mai, il est inscrit au plan de déplacement urbain métropolitain. Et ensuite, que vous le vouliez ou non, parce que moi je le vis au quotidien, ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes engagés sur le tramway en cours de réalisation, un mandat pour préparer, un mandat pour réaliser. Donc vous pouvez venir tous les matins nous expliquer qu'il faut le tramway à la Belle de Mai, ça n'avancera pas plus vite. Vous avez des temps incompressibles. Et il a été inclus dans le plan de déplacement urbain la réalisation de ce tramway. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est assez paradoxal ce que vous dites.
Je ne sais pas si vous avez conscience du fait que, d'abord, aujourd'hui, quand M. Réau évoque le boulevard urbain sud, il a raison de le faire. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, le boulevard urbain sud, dans sa partie qui a été réalisée, vous avez un déport de circulation qui était très importante sur des voiries qui n'étaient pas adaptées pour se faire et qui aujourd'hui sont libérées du joug de la voiture. Je parle notamment de l'avenue de la Grande Bastide, je parle notamment de la traverse Régny, je parle notamment du chemin du Val-des-Bois, je parle notamment du chemin du Vallon de Toulouse. Et donc, ça veut dire que ce boulevard sur lequel se concentre effectivement la circulation, eh bien, a permis à ceux qui aujourd'hui vivaient le long de toutes ces rues que je viens d'évoquer de retrouver une certaine qualité de vie. Et donc, ça veut dire aussi que si nous poursuivons le boulevard urbain sud, eh bien, toutes ces voiries adjacentes qui aujourd'hui n'ont pas le boulevard urbain et qui donc sont totalement thrombosées, je pense notamment sur le haut du 9e arrondissement, Rouvière, Cabot ou autres, eh bien, aujourd'hui, le fait d'avoir arrêté le boulevard urbain sud accentue les problèmes de pollution dans ces quartiers. Et donc, finalement, c'est un peu ce manque de cohérence qu'on peut vous reprocher. D'autant plus que ce boulevard, très sincèrement, nous savons tous que dans 10 ou 15 ans, l'essentiel des modes de transport personnels seront des modes de transport décarbonés. Voilà, les politiques publiques qui sont menées au niveau européen d'une part et au niveau national d'autre part tendent vers cela. Donc, en fait, créer un boulevard aujourd'hui, ça n'est pas nécessairement, comme vous voulez le faire croire, être un outil de plus de pollution, à moyen terme en tous les cas. Troisième élément, sur ce boulevard, je me permets quand même de rappeler, c'est qu'on offre une offre de transport public qui n'existe pas en transversale et qui est importante pour nos quartiers. Et enfin, ça s'inscrit dans le plan vélo, puisque ce boulevard est desservi par des pistes cyclables qui permettent du coup d'avoir une alternative au déplacement. Et donc, c'est de tout cela qu'il aurait fallu que vous mettiez dans le rapport que vous nous présentez en perspective. Or, finalement, ce rapport, tel que vous l'écrivez, il est un peu fragmenté et surtout très, je dirais, polarisé sur 2 ou 3 thématiques que vous voulez à tout prix mettre en avant comme une sorte de mantra qui conduirait votre action politique, mais qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et c'est quand même très surprenant de la part de gens qui sont engagés dans les mouvements que vous représentez, notamment Monsieur Manchon. Je rappellerai également que sur le port, les investissements qui sont faits avec l'aide du département, avec l'aide de la région, ces investissements sont colossaux et visent notamment aussi à faire en sorte que les paquebots soient électrifiés, notamment pour l'entrée et la sortie du port. Donc ces travaux-là, et vous le savez tous aussi, ne se font pas du jour au lendemain, et pour autant c'est une dynamique qui a été enclenchée et qui est une réalité, et ce n'est pas la ville qui le finance, hein, c'est quand même à le préciser, c'est bien le département et la région dans des sommes qui sont colossales. Et donc c'est de cela qu'il faut aussi, me semble-t-il, dire, et je trouve vraiment dommage que vous ne profitiez pas de ce rapport pour avoir une vision plus globale, pour vous mettre dans un surplomb qui permettait peut-être de tracer des perspectives autres. Là où, par contre, effectivement, il conviendra d'être vigilant, et c'est inscrit, et on verra d'ailleurs ce que le commissaire enquêteur dira hein, dans ce rapport d'enquête publique, mais effectivement, c'est sur l'application. Parce que vous ne parlez pas, et ce qui m'a beaucoup surpris aussi dans ce rapport, de tous les enjeux qui concernent la logistique urbaine. La logistique urbaine, qui est un vrai sujet donc sur Marseille, ça aurait pu être un objet que vous puissiez faire des propositions très concrètes. Bon, or, vous n'en parlez pas, alors que dans la zone ZFE, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des logisticiens qui viennent en quelque sorte apporter ou livrer des commerces qui sont des logisticiens qui ont des outils de déplacement, camions ou autres, réfrigérés ou autres, qui n'existent pas en version électrique ou en version hydrogène. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça pose un certain nombre de questions pour ces gens-là. C'est comment on aborde justement la logistique et l'implantation de la logistique et la ville du dernier quart d'heure ou du dernier kilomètre sur Marseille. Vous n'en parlez pas.
Donc ce qui montre bien, là aussi, la vision très parcellaire de votre approche. Et puis en même temps aussi, il y a les enjeux sociaux. Effectivement, là aussi, des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer effectivement des voitures décarbonées et autres. Donc là, il faut être extrêmement vigilant. Et donc, j'attends de voir ce que la ville proposera comme dispositif pour accompagner les personnes en précarité, parce que le département ou la métropole ne sont pas les seuls à pouvoir éventuellement porter ce type de politique. Donc, on verra ce que la ville portera très concrètement sur ces enjeux-là. Ceci étant, merci à Didier Réau d'avoir expliqué les raisons de notre position. Et donc maintenant, je vais soumettre au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Donc le rapport est rejeté. Donc écoutez, c'était le dernier rapport de ce conseil d'arrondissement. Je vous remercie donc de la bonne tenue de nos échanges et de notre assemblée. Je vous souhaite de passer une belle soirée et la séance est levée.